On a deux moniteurs qui sont hyper motivés pour appuyer là où on peut avancer. Une pédagogie, une approche humaine qui m'a beaucoup plu. Une super expérience. Des moniteurs top niveau, toujours bienveillants. Je vais partir avec plein de nouvelles choses acquises et qui vont me permettre d'aller plus loin dans la pratique. Super, une équipe du tonnerre. Un gros partage collectif dans la préparation des vols, dans le vol et puis dans le débrief aussi. J'en ai pris plein les yeux déjà aussi. Et là, c'est sympa de se sentir épaulé et conseillé. Et c'était vraiment top. Tonio et Jean-François, tellement bons qu'il n'y a rien à dire d'autre. C'est incroyable. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter mon stage cross avec Jeff Chapuis et Antoine Dubois. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour. On arrive à Gréolières. On va faire le petit briefing et c'est parti pour la semaine. Je vous raconte tout ça. Voilà le petit village de Gréolières qui sera notre QG pour la semaine. Arrivé à la salle, on commence par les présentations. Nos moniteurs commencent par se présenter et puis c'est à notre tour de nous présenter aux autres afin de mieux se connaître. Jeff et Antoine avaient déjà fait un visio avec chacun d'entre nous afin de déterminer nos profils et nos attentes. Et puis moi ça fait aussi, je vole depuis 92 aussi. J'ai commencé, j'habitais à Dijon, donc commencé dans la plaine. C'est une pratique un peu différente du vol de montagne parce que les nivelés sont pas très importants et ça développe des compétences d'observation importantes. Parce que si tu veux rester en l'air, il faut choisir ton bon moment pour décoller, il faut observer et bien s'accorder avec la nature pour savoir si c'est le bon cycle ou pas le bon cycle, quoi. Un peu de compétition pendant plusieurs années en France et à l'étranger en Coupe du Monde aussi, un peu comme Antoine. Et puis, puisque j'ai toujours été dans ce milieu à partir de 98-99 où j'ai arrêté de travailler quand j'ai passé mon brevet d'état dans l'industrie. Et puis je suis très heureux d'être avec vous, de découvrir des nouvelles têtes, de pouvoir vous partager ce qu'on sait et puis on verra la suite. Tout à l'envers, c'est-à-dire que j'ai commencé en 2016, donc finalement j'ai, au regard du temps, une expérience très courte par rapport aux vôtres. Mais j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer beaucoup, donc d'une façon très dense, ce qui fait que la progression était rapide, je l'ai consacré beaucoup de temps. Donc je suis comme vous, en fait, un passionné, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui m'a saisi aux tripes. J'ai commencé par faire pas mal d'acrobatie, puis du vol de distance, donc des crosses, là, comme ceux qu'on va essayer de faire cette semaine. Et puis, bon an, mal an, les choses se sont faites et je suis arrivé à la pratique de la compétition. Ça, c'est devenu mon cœur de passion là, sur les 2 dernières années. Je me suis focalisé là-dessus, donc maintenant, là, j'en ai fait vraiment quelque chose qui est organisé, structuré sur toutes les années. Donc c'est 10 compétitions cette année, en Coupe du Monde. Là on aura le championnat de France qui arrive à la fin de la semaine. On a une manche de Coupe du Monde en Espagne qui arrive à la fin du mois. Donc tout ça c'est du travail préparatoire qu'il faut réaliser pour arriver en étant bien. Il y a eu toute cette partie enseignement que moi j'aime beaucoup et qui a amené au fil des années à travailler avec Jeff parce qu'on s'est rencontrés et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un peu comme dans une histoire d'amour. C'est quelque chose qui est assez fort de rencontrer, disons, professionnellement des personnes qui à la fois vous encouragent et en même temps vous révèlent. Enfin, ça a été quelque chose de très puissant avec Jeff. Donc ça, c'est pour ça qu'on en est arrivé là, à proposer ces stages-là, que nous, on est heureux et fiers de pouvoir faire, où on axe sur la passion, voilà, les gens, et vous ici, vous avez envie de voler, de faire plus de distance, de découvrir plus de choses et tout, et en même temps une réflexion qui est plus profonde parce que l'investissement qu'on a eu dans ce milieu-là nous a amené à ça. On a un axe qui est positionné sur la sécurité, mais qui est positionné aussi sur l'humain, puisque la sécurité c'est celle de l'humain. Et on a à cœur, disons, d'être là pour vous, d'être là avec vous et d'essayer de vous faire profiter au maximum de notre expérience. Pour ce faire, on a coutume avec Antoine de poser cette question: de quoi vous avez besoin pour être bien ensemble dans un groupe? De quoi vous avez besoin à titre individuel? Et ça correspond à une idée qui se résume comme ça. En 2 expressions, c'est notre code mural qui se transformera en code moral parce qu'on va le faire vivre entre nous dans nos échanges. Alors j'ai pas de doute, mais c'est important
d'expliciter, de rendre explicite les besoins qu'on a quand on est dans un groupe pour bien fonctionner. Si cet équilibre il doit se trouver parce que quelque part on est censé détenir un savoir, c'est pas parce qu'on est censé détenir un savoir qu'on a un pouvoir sur vous et qu'on doit exercer un pouvoir sur vous. Donc c'est quelque chose qu'on doit poser entre nous dès le départ pour que justement on évite de tomber dans ces écueils. Oui, on connaît les choses, on a un savoir, mais après on est tous égaux. Il n'y a pas de différence entre le moniteur, entre guillemets, formateur et puis les stagiaires, quoi. C'est pas parce qu'on a un savoir que ça nous donne de la valeur et qu'on a besoin, nous, de se gargariser de cette relation entre le savoir et le pouvoir que ça nous confère. On arrive rapidement, quand on se pose la question, à mettre des mots là-dessus. Quels sont nos besoins, quoi. Si on ne se pose pas la question, ça reste dans le silence. Alors que là, dès qu'on s'interroge et qu'on creuse un petit peu, d'un seul coup, ça émerge. Ah, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me respecter. Je vais pas répéter ce qu'a dit Jeff avant, c'était très clair. La difficulté qu'on a là dans l'activité, comme c'est une activité qui engage la vie quand même, eh bien, on n'a pas le droit à n'importe quel type d'erreur. C'est aussi à nous de traiter ces erreurs, entre guillemets, mais aussi à vous. L'erreur renvoie à la menace. On aura l'occasion d'en parler. La gestion des erreurs et des menaces dans notre activité, c'est quelque chose de très important. Évaluer les menaces, en général, permet d'éviter les erreurs. Mais il faut savoir qu'on fait tous des erreurs. Dans un cockpit d'avion, les pilotes, ils font en moyenne 6 erreurs à l'heure. C'est pas très rassurant quand je le dis comme ça. C'est des gens formés qui ont un cursus très long. C'est ça. L'apprentissage de pilote automatique. En fait, c'est un peu ce qu'ils veulent faire, remplacer l'homme par la machine, parce que la machine ne fait pas d'erreur, entre guillemets, quand elle est bien programmée. On a le droit à l'erreur, c'est aussi pour qu'on puisse s'exprimer sur nos erreurs ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous juger et on va aussi essayer de veiller à ce qu'il y ait une dynamique positive autour de l'erreur. On ne veut pas que quelqu'un se trompe, qu'il soit moqué par les autres, et puis que cette erreur qui en fait est une petite graine qui va permettre de découvrir des choses, soit une graine qui reste infertile en fait. Il y a ces deux aspects-là, quoi. Il faut utiliser les erreurs, là comme on le disait, sans aller trop loin non plus pour pas se mettre en danger ou dans une situation périlleuse. Et en même temps, on va utiliser les erreurs et en même temps, on va le faire dans un cadre qu'on pose qui est celui qu'on a dit avant. Donc de la bienveillance, du respect, de l'écoute. Et on y reviendra, je rebondis sur ce qui a été dit pour l'écoute. Ce sera très important qu'on prenne le temps de cette écoute. C'est souvent, quand on explore des situations, vous le verrez, vous allez vivre des situations, on va en parler ensemble. Et quand vous allez chercher dans la situation que vous avez vécue, ça vous demande du temps de vous rappeler, de vous remémoriser en fait qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision, quelles actions vous avez menées. Et ce temps-là, il faut le respecter aussi, parce que c'est un temps qui permet d'accéder à l'information et qui donc permet d'explorer l'erreur. Si on ne se laisse pas ce temps-là, on ne se permet pas d'accéder au potentiel des situations que vous vivez et on ne pourra pas en tirer quelque chose qui vous fait progresser, et individuellement et collectivement aussi du coup. Deux types de situations. Une situation où on sera plus en mode débrouille-toi, fais tes erreurs entre guillemets pour apprendre, et des moments où on sera plus en mode coaching, où on va dire non là c'est surtout pas, fais pas ça, reviens, où on sera plus directif si jamais on voit qu'on doit sortir le pilote d'une situation qui est mal engagée ou qui risque de mal s'engager. Ça fait deux cadres, deux situations de relations différentes. Il faut bien les saisir peut-être auparavant. Et puis comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On est plutôt dans le laisser-faire des choses, justement pour être dans ce mode d'apprentissage humain, très humain, qui est l'essai-erreur. On apprend par essai-erreur, et parfois on apprend aussi par essai-réussite, pas que par essai-erreur. Ça renvoie au fait que si jamais vous sentez que les gens qui sont là pour vous encadrer vont vous allumer si vous faites une erreur, vous ne pourrez pas en parler. Donc elle va rester cette erreur, cette incompréhension. Et vu que notre activité est complexe, comme elle est complexe, il faut aller chercher des fois l'erreur dans les méandres de certaines choses qui nous appartiennent en propre des fois, et il faut un peu explorer. Ça renvoie à ce que disait Antoine. L'idée, c'est de pouvoir évoquer ces moments, et tout moment est propice à ça. Même dans le camion, quand on est côte à côte, on peut discuter, on peut même changer de place pendant le voyage pour pouvoir discuter mieux. Alors le mieux, c'est quand on est au milieu, et puis comme ça, on peut discuter avec l'un et avec l'autre. Alors il n'y a pas d'endroit, il y a un endroit très propice, plus ça touche de l'émotionnel, etc., plus on est, mieux c'est d'être en un pour un. Après, si le groupe est contenant
des émotions et des individus et de ce code, eh bien, des fois, on peut exprimer des émotions ou des situations individuellement dans le groupe. Et le groupe va plutôt porter la personne, c'est plutôt positif. Voilà, il y a plusieurs situations, voilà, et ça, c'est un peu aussi à vous de choisir selon ce que vous avez envie d'exprimer. Après cette première partie de briefing, on fait la vérification des secours. Donc individuellement, on regarde un petit peu si tout est bien installé. Et ensuite, Jeff et Antoine nous montrent une vidéo d'une personne qui, après un déco, ne fait pas secours alors qu'il aurait dû. Et ce qui amène les explications suivantes. Est-ce que ça parle à tout le monde ce que c'est que la version de la perte? Non. C'est un biais cognitif. Vas-y. C'est un biais cognitif qui fait qu'on va choisir la mauvaise décision parce qu'il y a quelque chose à perdre en prenant la bonne en fait. Et là en l'occurrence ça serait de dire j'utilise pas mon secours. Pourquoi? Parce que je vais devoir le replier. Ouais. je vais continuer à voler, ça va. Ouais, je veux continuer à voler, donc si j'utilise le secours, ça interrompt mon vol. Je veux pas perdre mon pote parce que c'est 50 balles. Je veux pas perdre mon pote de 50 balles alors que l'accident il peut me coûter ma santé. Pas péter de suspente, on s'en fout quoi. Je veux pas perdre la face parce que je pourrais m'en sortir tout seul. Et puis, et devant les autres, ce serait important d'assurer et de dire j'ai été plus fort que la situation, alors qu'en fait c'est l'usage de l'outil qui va être plus fort. Il y a la relation à la communauté qui crée aussi une aversion à la perte. C'est la perte de son ego quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi où vous pouvez vraiment le réfléchir en vol parce que en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Il faut prendre conscience que tous ces éléments-là, dont on va discuter au fil de la semaine, on est chacun en fait composé de ça à différents degrés. La question, c'est à quel degré vous êtes composé de ça en fait, individuellement. On l'est tous plus ou moins. Il y a des personnes qui n'ont pas cette aversion de la perte dans une situation comme ça. Pour eux, tirer le secours, ce sera mais vraiment logique. Il y a d'autres personnes qui vont être dans un degré qui est tellement fort que même dans une situation radicale, ils vont refuser de le faire. Moi, pour partager une expérience que j'ai vécue, j'ai eu à faire secours quand j'étais dans ma première compétition au Brésil. J'en ai discuté le jour même parce que ça m'a sauvé. J'en ai discuté avec un de mes collègues français qui était sur place. Lui, quand je lui ai décrit la situation, qu'est-ce qui m'avait fait prendre la décision, le processus et tout, lui m'a dit, moi dans cette situation-là, je suis content que ça te soit arrivé parce que moi je me serais battu jusqu'au sol, quoi. Il m'a dit ça. Je me serais battu jusqu'au sol, quoi. Faut prendre la mesure de ce truc-là. Donc lui, dans son aversion de la perte, dans sa tête, il avait plus à perdre à faire secours qu'à se battre et à finir au sol sans savoir quel serait le résultat de ce retour au sol, quoi. Donc ça, c'est vraiment tout ça pour dire, on est foutus différemment les uns les autres sur l'aversion de la perte. Donc faut le questionner, quoi. Là, je suis dans on va aller voler tout à l'heure, vous allez être en vol, on va être près du relief, on va être loin du relief. Ah, je suis près du relief, là je suis en train de voler, je vois que le relief est positionné là et tout. Admettons, j'ai une grosse fermeture asymétrique côté relief. Est-ce que si je dois faire secours, ma décision, elle est claire, elle est franche? Ou est-ce que je suis en train d'hésiter parce que putain, ça fait chier quand même, le matos, je vais peut-être abîmer le matos, autant je m'en sors si je fais pas secours, quoi. Ouais, vous allez peut-être juste en fait faire le bon geste, quoi, et utiliser un élément de sécurité qui sert. Quand j'avais fait secours en compétition aussi, le soir, il y a Hans Bollinger, que tu dois connaître, qui est venu me serrer la main, il m'a dit ouais, c'est cool de pouvoir boire une bière avec toi. Et donc en fait, c'était pour moi une façon de montrer une célébration de la victoire de la vie sur la connerie. Et je pense que nous, là, eh bien, le soir, si jamais il y en a un qui fait ça parce qu'il fallait qu'il le fasse, eh bien, on célébrera la victoire. Et pas on célébrera « Ah, t'as fait une connerie !» Voilà. Et on le célébrera comme il faut. Du coup, après ce point très intéressant, on se fait un petit point météo sur la journée. L'idée du jour étant d'aller sur Gourdon et de commencer à voler tous ensemble, apprendre à se connaître en l'air, vérifier que les trackings fonctionnent bien, vérifier les radios si on s'entend bien, etc. Pour ma part, j'étais presque à domicile, mais pour l'ensemble des pilotes, c'était la découverte de ce site magnifique qu'est Gourdon. Un peu stressé, je dois dire. Un peu stressé, mais ça va le faire, on va essayer de voler, hein. Allez, let's go. Le programme du jour, c'est monter, voler en groupe, faire le tour du bocal une fois, une deuxième fois et on avise. Donc ce vol, c'était un petit peu le vol découverte pour pouvoir travailler tous ensemble sur
sur les prochaines journées. Donc on n'est pas sorti du bocal, mais on a fait pas mal de tours dans le bocal. Donc pour moi c'était un petit peu la maison, pour la plupart c'était découverte du site. Et puis voilà, on a travaillé les transitions, on a travaillé en équipe. Et c'était vraiment très intéressant ce petit vol pour commencer. Je vous laisse quelques images de Gourdon et de ce site qui est magnifique. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à venir le découvrir. Bon alors Pierre, ton ressenti sur ce first flight? First flight was complicated for me. Non, moi j'ai des problèmes techniques dans ma sellette, dans mon cockpit. J'avais chaud, j'étais pas bien avec mes manchons et les conditions étaient assez... il y a des thermiques pas super forts, difficiles à centrer, à noyauter. Donc voilà, j'étais un peu en mode survie. Alors c'était comment? Au moment où tu me dis j'ai plus de radio, je me dis tiens je vais essayer parce que c'est vrai que j'ai rien entendu depuis le début quoi. Et en fait j'avais plus de radio non plus. Ah ouais d'accord, c'est pour ça. Ah quelle misère sans radio, c'est compliqué. Ah bah ouais, puis j'entendais hop 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 hop, c'est tout ce que j'entendais. Alors t'es content de ce vol? Ouais, carrément. Découverte du site et tout? Ouais, c'était pas le vol le plus simple, mais ça permet une bonne découverte du coin. Et du coup le bocal de Gourdon, ça te plaît? Magnifique. Belle entrée en matière. Ouais, du coup tu connaissais pas du tout le coin? Non, découverte du coin, belle entière en matière, tout de suite dans le dur, tout de suite dans le vif du sujet. Quelques vautours, là, croisé un vautour, c'était superbe. C'était magnifique ça. Magnifique. Et voilà René qui arrive avec sa climber, son narrow pay. C'était plaisant. Du coup découverte totale. Ouais, c'était vraiment le fun. Les vautours là. Ah, incroyable. Ah, tout le monde est posé, c'est cool quoi. On va tous aller boire une bière. Ils sont là les moniteurs, ils arrivent. Ouais, moi j'ai eu l'onglet un peu. Alors Antoine, content de ce premier jour, enfin ce premier vol? Ouais, on a pu découvrir là tout plein de choses. Ça va être, je pense, ça va être très chouette là d'en discuter ensemble. Ça va nous permettre d'explorer un peu là les difficultés de chacun, les moments de réussite. Il y a eu plein de trucs quoi. Ensuite, les plafonds étaient moins bons que ce que j'espérais. Donc on a quand même été un peu bloqué par la hauteur là. La première transition, elle a fait mal. On perd la moitié du groupe. Mais c'est le métier qui rentre. Ah, pas facile, c'était pas pour les débutants. On est quand même arrivés tous ici et c'est bien. Les sons des varios, donc je les ai pas encore en tête. Nouvel environnement sonore. Ouais, nouvel environnement sonore. Ouais, j'ai rapidement eu chaud, j'étais un peu vite contrarié en thermique. Et puis dès le début, ouais, ça montait à peu d'endroits, donc on était proches. On s'est pas tout de suite bien accordé le groupe. Enfin, c'est tout le monde sur un peu les priorités en thermique, donc parfois je trouve qu'à mon goût on passait un peu trop proche. Après ce vol, on s'est tous réunis pour pouvoir faire le débrief. Sur la falaise à Gourdon, par exemple, il y a des moments ça montait. Là, tout de suite, il faut faire le demi-tour, voire éventuellement faire un 8-2 si on est un peu bas par rapport au derrière, afin de permettre d'être sûr de monter et de jamais être dans des virages dans la descendance ou dans la zone qui ne monte pas. Parce que quand on additionne la zone qui monte pas plus un virage, on a un très mauvais taux de chute. C'est pour ça qu'il vaut mieux tourner et dégrader son taux de chute dans la zone ascendante. Et au début, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est ça qu'il faut se dire. Surtout dans les journées comme ça, là, où les pulls, elles sont un peu évanescentes, là, elles passent et elles s'en vont. 3 secondes, 4 secondes maxi, là, faut enclencher le virage, quoi. Au moins, t'es sûr que tu montes, tu vas continuer de tourner quand ça monte. La différence entre celui qui fait ça et celui qui va dans la zone descendante, elle est énorme à la fin. Et en fait, ce que dit René, c'est qu'il faut circonscrire le thermique. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, on va rester dedans. Et après, ça nous empêche pas d'écarter un peu notre virage pour aller explorer des endroits où on sent que ça monte mieux ou moins. Et puis de se dire, bon peut-être que là, c'est là où ça monte le plus et il va falloir que je tourne autour et se recentrer autour de ce noyau. C'est que là, Philippe, dans le vol qu'il a eu, il a donc capté la masse d'air et un des éléments qui lui a permis de s'adapter, tu l'as dit, mais tu l'as pas explicité. Tu as regardé autour de toi et tu as vu qu'il y avait des pilotes, tu as vu que ton ascendance elle avait une qualité. Disons, l'action que tu mènes et qui te permet d'être bon en vol, c'est de regarder. Tu vois, si tu es focus sur ton thermique à ce moment-là et qu'il est merdique,
et que tu regardes pas comme tu l'as fait, pour constater qu'à 100 mètres, finalement, il y en a un qui, après avoir fait, tu vois, 3 tentatives d'exploration, il y en a un qui en a trouvé un vraiment bon, il est 50 mètres en dessous de toi, donc tu vas pouvoir l'attraper avec lui. Si t'as pas cette action qui est d'observer et de décider à partir de ce que tu as vu, ça marche pas. Donc dans une situation comme ça, c'est hyper important de rendre son regard hyper intense, quoi. Faut être en train de tout le temps fouiller les oiseaux, les pilotes, les oiseaux, le déclenchement, le nuage, les pilotes, les oiseaux, tout le temps en train de regarder. Il a moins d'énergie qu'il peut développer sur place vers le haut. Il est moins fort, moins puissant, donc le vent va plus le pencher. C'est pour ça souvent que quand on s'embarque derrière sur le plateau, alors là, il y a un plateau, mais des fois, il y a le vide derrière. C'est un relief. Eh bien, là, on est plus en danger parce que là, tu as un plateau, tu viens, tu te poses dessus à la rigueur. Mais t'as pas de plateau, t'es couillonné parce que t'es sous le vent. C'est ça. Et ça renvoie quand même à l'idée d'être vigilant. C'est un point de vigilance, là, que vous pouvez observer quand vous enroulez. Si vous commencez à dériver et que vous êtes à moins de 1 de finesse, alors 1 de finesse c'est le bras à 45 degrés vers le bas comme ça, eh bien tu peux te dire que si jamais tu passes sous le vent du thermique, tu rentres plus. Tu as le risque d'être dans l'effet bagnard, ça s'appelle, sous les vents de l'ascendance, et là ça dégueule, et tu rentres plus. Donc prenez comme point de vigilance cette situation en repère pour éviter de vous retrouver d'abord sous le vent ou alors posé sur le plateau, sachant que les thermiques les meilleurs, ils vont être devant le relief. On sera mieux à aller monter au relief, avancer, prospecter. Des fois ça marche pas, on vient en relief, on l'a fait plein de fois, et au bout d'un moment ça se met à marcher. Quand on a un peu de chance, et là c'est le jackpot parce que tu vas monter plutôt très vite au nuage. Souvent dans les livres, les thermiques sont représentés avec une forme qui est un peu conique, plus on s'élève. Et là, en l'occurrence, quand on est à l'embarnière, on a des départs de thermique qui sont très forts, très serrés, et qu'on peut attraper bas, et qu'on va pouvoir monter jusqu'en haut. Mais l'avantage qu'on a à aller chercher devant, c'est qu'on va trouver les ascendances dans des zones où elles sont plus larges, quoi, souvent. Il y aura peut-être dans ces ascendances-là des noyaux beaucoup plus forts, mais en fait, du fait du décollement avec le sol, et de la hauteur qu'on a, quoi, le thermique c'est déjà souvent plus constitué, quoi. Et quand on va arriver dessus, on va trouver quelque chose. Et dans cette première phase de prospection, le thermique va nous donner un petit peu plus que ces petits noyaux près du relief qui sont très concentrés et autour desquels il n'y a que dalle, quoi. Et c'est pour ça que des fois, quand on se met du gaz sous les pieds pour aller explorer, on a, disons, cette petite richesse de la masse d'air en plus qui est que l'ascendance, elle s'est un peu plus dilatée, quoi. Et donc, elle va nous faciliter sa découverte et on va pouvoir ensuite trouver plus facilement dedans des noyaux, parce qu'au lieu de descendre, on est dans des zones qui sont pas mauvaises et on va trouver des zones meilleures, quoi. Et voilà, fin de cette première journée. Rendez-vous le lendemain pour une nouvelle journée bien remplie. Comment il va notre moniteur? Il va bien. On part dans pas longtemps. Il nous manque Philippe et tout. On boit le café, on se met dans le camion, on les attend. Pour pas beaucoup. En forme? Ouais, bien, et toi? Ouais. Programme du jour. Là pour l'instant on est à Gréolière. On a prévu d'exploiter les conditions pour aller à Saint-Vincent et tenter de revenir vers ici grâce au vol. Ouais. Ensuite on a des niveaux qui sont un peu différents, de compétences en vol, des niveaux de fatigue qui sont pas les mêmes non plus. Donc des capacités pour faire durer le vol qui seront différentes, ce qui fait qu'on a quand même quelques propositions sur le parcours pour s'adapter et trouver quelque part quelque chose qui ira à chacun, tout en conservant, et ça c'est le plus important sur la journée, tout en conservant un fonctionnement qui sera en groupe. On va essayer de ne pas éclater le groupe, donc faire des choses où éventuellement ceux qui sont le plus avancés prennent de l'avance pour découvrir une partie que d'autres découvriront peut-être pas. Voilà. Et sinon, donc Saint-Vincent, utiliser la Blanche, utiliser le Morgon qui est un peu plus au nord et ensuite redescendre au sud. On aura le massif de la Bléone là qui dans ce sens-là est plus sympa pour nous parce qu'en fait si on doit vacher dans ce massif-là, les transitions qui nous amèneront dans le sud du massif. Donc on est sur quelque chose où ça va être plus simple d'aller récupérer les gens qui éventuellement posent à l'entrée là de la Haute-Bléone. Ouais. Et ensuite, si on y arrive, on ira au moins jusqu'à Saint-André. Ce serait ça l'objectif du jour. Et puis si on arrive à Saint-André qui a encore du jus, on peut descendre encore plus parce que ça nous rapproche du point de retour, quoi. Voilà.
On voit le cheval blanc qui est derrière. Et vous avez vu là, il y a deux sommets qui sont encore dans l'ombre. Ces deux sommets là, en fait, il y avait la montagne de Coupe dont on a parlé. Ils sont au nord de la montagne de Coupe. Ces deux sommets là, pouf, partent sur une grande ligne de falaise qui s'échappe vers le sud. D'accord. On a Cucuillon à gauche et Pic de Coire à droite. Ça c'est pareil, potentiellement c'est quelque chose. On verra comment ça se passe en vol. Mais on pourrait venir récupérer là pour descendre vers le sud. D'accord. On est arrivé à Saint-Vincent-les-Forts. Premier élément important, technique, après 2h30 de route, les toilettes. Nickel. On va manger un petit bout, on va faire un bon briefing et après on va aller rider les grosses montagnes là à côté. Là. Allez, let's go. C'est parti. On va se mettre au décollage. Ici, il y a deux atterrissages en gros sur le site. Un qui se situe juste à côté du décollage, là, et un qui se situe en bas, juste dans cet axe-là, au bord du lac. Globalement, quand on décolle ici, ça ne tient pas vraiment bien ici sur la zone de l'atterrissage, devant l'atterrissage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller à droite, et puis on va aller sur la falaise, là, et on va grenouiller entre la tourelle, vous voyez, il y a une tourelle là-bas, et puis le fort. Et là, c'est l'endroit qui est a priori le meilleur en général pour le rendement dynamique parce que la brise vient du lac et elle remonte sur la falaise. Donc on reste là-bas, en général, on essaye de trouver le thermique. Et si jamais on a besoin de venir se reposer, c'est idéal ici pour régler sa sellette aussi, ça c'est pas mal, hein, parce qu'on peut décoller, reposer, décoller, reposer. Taille en plus, quand vous venez reposer ici, vous avez remarqué que le décollage est légèrement surélevé par rapport à l'essentiel de la surface d'atterrissage. Donc quand vous alignez, c'est super facile de reposer ici parce que vous allez rencontrer le relief, ce qui fait que si vous êtes un petit peu haut, en alignant, vous allez retrouver le sol, quoi. Ah mais on pose là, on pose pas là-bas. Ouais, tu peux poser là-bas, tu peux poser ici, mais ce que je suis en train de dire, c'est justement ça, que tu peux venir poser juste ici et profiter de cette contrepente pour en fait avoir un atterrissage vraiment facilité, quoi. Tu vas revenir au sol avec plus d'aisance, quoi. Okay. Là, une des difficultés du site, vous voyez qu'on est bas par rapport au sommet de Dormuse et du Morgon. Ce site-là, sa difficulté principale, c'est l'extraction. Il y a des jours, ça peut être facile. On va se balader devant, on va trouver un thermique, peut-être là-bas, ou peut-être devant le fort, ou peut-être devant là dans la plaine. Et ça va nous permettre de nous extraire, de prendre beaucoup de hauteur et de basculer directement assez haut. On voit ici là qu'il y a le bord du plateau de la Chaux qui est marqué par la forêt. Et ensuite le sommet de Dormuse qui se dessine un peu mieux. Les extractions qui marchent bien, c'est celles où on arrive à prendre suffisamment de hauteur pour aller chercher à peu près la hauteur de ce plateau-là. Il y a des fois, ça nécessite de travailler un peu en escalier, quoi. On va monter un premier coup, on va rejoindre quelqu'un dans un thermique qui est un peu plus décalé, on va remonter un deuxième coup, on va aller là-bas, on va avoir une hauteur sol qui est faible, puisque le relief monte et qu'on rejoint le relief, et retrouver un thermique là-haut et fonctionner comme ça par palier. C'est pas forcément facile. Parce qu'on peut se retrouver à monter un premier coup, aller chercher ne rien trouver, devoir revenir, remonter un deuxième coup, aller chercher, reprendre un peu. Là, ça bloque un petit peu, on est à une hauteur, on ne sait plus trop où prospecter parce qu'on n'a pas vraiment d'indicateur. C'est un site où l'extraction est pas facile. Donc il y a déjà une première difficulté qui est challengeante un petit peu, qui est cette extraction, quoi. On va se mettre en vol, on va voir ça et on va essayer de vous aider pour que ça marche au mieux, quoi. Ensuite, sur le plan de vol qu'on peut se donner, une fois qu'on aura challengé un petit peu cette partie-là du vol, nous, on a donc envie de viser une première extraction à Dormuse. L'idée, c'est qu'on se retrouve tout le groupe là-haut. Si éventuellement, il y en a qui se retrouvent rapidement là-haut et d'autres qui se retrouvent bloqués en bas, la première partie du vol, ce sera on est à Dormuse, on va aller faire la transition, récupérer le Morgon qui est en face. C'est une grosse transition, mais si on arrive à être à hauteur du sommet, c'est une transition qu'on arrivera à faire. Ça, c'est le début du plan. Sur le début du plan, les pièges à éviter, ce sera quoi? Ce sera notamment, là on est à l'entrée de la vallée de l'Ubaye, très ouvert devant, c'est plutôt fermé derrière, et là vous avez l'Ubaye, donc une très grande, très grosse vallée avec des bassins versants très importants. Donc la brise, elle est souvent forte dans cette vallée-là, ce qui fait qu'on est dans cette logique de, il y a une partie au vent, il y a une partie sous le vent. Là, dès que vous êtes devant le relief ici, vous êtes au vent, c'est plutôt organisé. Vous n'allez pas aller vous placer derrière le relief, quoi. On a cette butte d'herbe, on a cette maison, on a le fort ici. Il n'y a aucun placement qui doit être près de ces éléments-là et qui vous ferait perdre beaucoup de visibilité sur ce qu'on a en dessous. Parce qu'on va se retrouver pas encore forcément sous le vent, mais si on est là et que le flux de brise est un peu en place, on est très contré, et en plus le flux de brise à cet endroit-là, il est à plat, donc en fait on est contré et on descend. Et le raccrochage pour le Morgon qui est le plus évident,
c'est celui qui est dans le morgon à proprement parler. Donc on disait c'est la grosse épaule qui est à gauche. Ouais. Vous avez le morgonnet qui est la petite bosse en dessous, le petit col du morgonnet. Là ici on est sur des faces sud, de l'autre côté c'est plutôt des faces ouest-nord-ouest. Des fois ça conflue bien, cet endroit-là, ça peut bien marcher sur le col, ça peut bien marcher sur le morgonnet. C'est pas ça qu'on va aller chercher dans un premier temps, mais peut-être pour le retour on pourra passer devant. Ça disons c'est le premier chapitre du vol d'aujourd'hui. Si on a fait ça, franchement on a déjà bien volé, c'est cool. Pour ceux qui ont de l'énergie, on va ouvrir le deuxième chapitre à ce moment-là. Et pour ceux qui ont envie, il y aura tout à fait possible de prendre le premier onglet du deuxième chapitre. On va faire le retour ici et on va pouvoir aborder la vallée de la Blanche. La vallée de la Blanche, c'est plus facile parce qu'on est sur une face, vous l'avez vu sur la carte, c'est sud-ouest, c'est un gros massif, donc il y a du bon tirage. C'est un endroit où en fait, il y a souvent, pour les crosseux, je veux dire, on sait que quand on arrive sur la Blanche, il n'y a plus besoin d'enrouler, quoi. C'est un endroit où en optimisant les lignes, tu fais que rebondir de thermique en thermique et tu fais 30 km en volant très vite sans jamais enrouler, quoi. Donc en fait, c'est un endroit qui est assez, facile. On n'est pas dans le risque de se dire « Ah, il n'y a pas assez d'activité, donc je pousse ». Voilà. L'idée, ce sera quand même d'arriver à voler en groupe. On est 2 avec Jeff, donc ça va quand même permettre d'éventuellement étirer un petit peu le groupe. L'avant du groupe, l'arrière du groupe, et on laissera personne de côté. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je me sens fatigué, les conditions sont fortes, des choses comme ça. C'est important, dès que vous les notez, en tenir compte, quoi, pour prendre la bonne décision, quoi. On n'est pas là pour forcer, on n'est pas là pour se faire mal. Niveau 3, je suis en haut du congestus. En attendant que les conditions se mettent en place, on va faire un petit tour dans la salle de cours, l'histoire de revoir quelques bases de la théorie qui vont nous servir pour le vol. On commence le parapente avec un apprentissage où on travaille à la pente, donc on s'accroche à la pente, quoi. Là, sur une grosse montagne comme ça, quelque part, on pourrait avoir les meilleures lignes qui sont 500 mètres devant la ligne de crête, quoi. Ça arrive classiquement, enfin, c'est très, très récurrent, quoi. Et le bénéfice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit? Sécurité. Voilà. Sécurité. Si je suis 500 mètres devant le relief, je suis forcément plus loin du relief, quoi. Donc j'augmente mes marges de sécurité, et c'est pas juste une augmentation passive où c'est bon, j'ai plus d'altitude et tout, c'est aussi une augmentation active parce que vous êtes plus loin du relief, donc vous êtes forcément plus à l'écoute de vos sensations, plus à l'écoute de ce que je vois, de ce que je sens dans la sellette, de ce que je sens dans les commandes. On n'a pas cette proximité forte avec le relief quand on navigue un peu plus loin, qui fait qu'on est dans un niveau de vigilance vachement plus fort par rapport à « attends, s'il se passe quelque chose, je dois réagir ». Mais si je suis très concentré là-dessus, je suis moins concentré sur le cheminement, qu'est-ce qui se passe là-bas devant, où sont les copains, comment je me sens, est-ce que mon placement est bon, est-ce que je peux pas essayer autre chose, ces choses-là. Dans l'idée, je suis en train d'enrouler, je me retrouve dans ce cône-là qui est formé par les deux angles à 45 degrés, je suis dans le cône, donc je veux m'échapper. Et on peut commettre l'erreur, en fait, toute bête, de se placer trop à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va quitter l'ascendance beaucoup trop tôt, simplement parce que là je suis en train d'enrouler, je vois la bordure du nuage qui est là, j'ai à peu près mon angle à 45 degrés, j'étais en train d'enrouler, j'ai pris conscience que le bord du nuage est dans mes 45 degrés et que je commence à rentrer un peu plus haut, et là je m'échappe. En fait, à ce moment-là, il faut être attentif aux variables. Parce que vous allez vous échapper, il y a un moment où vous allez sortir de l'ascendance, mais ça peut être progressif. Et c'est vachement intéressant à ce moment-là de travailler là ce que Jeff a dessiné pour aller chercher en fait le bord de l'ascendance, mais d'y rester. C'est-à-dire qu'une fois que je suis de nouveau avec mes bons 45 degrés, j'ai aucune raison de ne pas faire demi-tour pour retourner dans la zone, quoi. Faut pas être dans une espèce de fonctionnement monodirectionnel où ça y est, j'ai le truc et je sors. D'autant plus que souvent, s'il y a une bonne zone ascendante ici, sur les côtés, là, surtout proche du nuage, vous allez trouver des bonnes descendances. Ça arrive souvent dans ces configurations-là, si on fait l'erreur, il nous manque déjà 100, 200, 300 mètres par rapport à la base, et en sortant, on en perd encore 100 ou 200, quoi. Et finalement, on s'est retrouvé à faire un thermique qui a un très mauvais rendement, parce que justement, on n'a pas été vigilant à travailler ce moment-là, où on vient chercher le haut, le bord, le haut, le bord, et en le faisant avec cette conscience du taux de montée qu'on veut quand même garder bon, et du placement qu'on veut garder bon. Bon allez, trêve de bavardage, maintenant on va tous se préparer, et c'est parti pour le décollage. C'est Antoine qui s'élance en premier et qui va tester la masse d'air. Et donc c'est parti pour le début du vol sur ce site magnifique qui est Saint-Vincent-les-Forts. Donc au moment où on décolle, c'est pas complètement en place et on traîne un peu dans le coin, mais on galère pour le moment à s'extraire. En fait, le travail qui a été hyper intéressant pour moi ici, c'était de
de m'éloigner du relief et de pouvoir chercher les thermiques devant et de le faire en groupe en fait. Vu qu'on était pas mal à sonder la masse d'air, ben, ça permettait de regarder où ça montait, de pouvoir y aller. Et en fait, on est monté un peu en escalier comme nous avait dit Antoine. Une fois qu'on a réussi à s'extraire, on prend la direction de Dormuse. Donc c'était le plan initial, pouvoir monter sur Dormuse, essayer de tous se rejoindre et ensuite pouvoir partir sur le Morgon tous ensemble. Et donc c'est parti, transition vers le Morgon. On peut remarquer que le ciel est quand même assez actif et la transition est magnifique avec le lac, c'était juste incroyable. Une fois sur le Morgon, donc on prend la décision de retourner sur Dormuse comme c'était prévu pour pouvoir repartir vers le sud et se diriger tranquillement vers Saint-André. La transition du retour vers Dormuse se passe bien, on perd pas mal d'altitude mais le ciel est bien actif et on arrive quand même à sortir assez rapidement. Mais on va vite se retrouver sous une couverture nuageuse assez importante. À ce moment-là, je repense au petit schéma de Jeff Chapuis et je me dis que les 45 degrés là, c'est mort. Et finalement, j'arrive à sortir dans la trouée bleue et j'étais bien content. Du coup, sur la blanche, on se retrouve un petit peu embêté par les nuages qui sont au niveau du sommet. Donc on se voit contraint de passer par devant, donc on suit Jeff Chapuis et on avance tranquillou en passant par devant. Finalement, on finit tous un peu bas, mais on arrive à s'en sortir, à remonter. Mais pour ma part, je commence à être vraiment très fatigué. Les thermiques étaient assez puissants. Et à ce moment-là, je connaissais pas très bien mon aile et j'avais perdu pas mal d'énergie. Donc je décide d'aller me poser. Il y en avait un ou deux qui s'étaient déjà posés. Donc je décide d'aller les rejoindre. Et voilà, j'étais assez content de cette décision. Et très content du vol. Eh ben, pas conventionnel celui-là. Le Pierrot, tu viens de poser l'émotion. T'as kiffé? Fatigué. Gros vol hein. Putain, on a volé combien de temps? 3h30. On a fait 45 km. C'est une aventure hein, avec le groupe là. C'est une aventure en terre inconnue. Putain, c'était chouette ouais. À se rattraper, faire des points bas, puis aller aux nuages, traverser les nuages. Ouah, je suis crevé. Boum. T'as bien fait. Eh ben, il est dans la boîte. Efface. Les émotions? Ouais, c'est cool, hein, c'est beau, puis ça monte de partout, c'est quand même sympa. Hein. Tu vois l'écume là, c'est chouette. Hein. Bon, tu t'es régalé quoi. Ouais. Il y a juste sur le... Ouais, c'était dur ce passage. Hein. Sur celle-là, là, ouais, c'était dur. C'était un peu costaud quand même. Hein. Ouais, bah il y a ce passage-là qui était compliqué, et puis le passage de la montagne d'après. Mais en fait, tout le long, juste le bord là, putain, j'ai pris des vrais trucs quoi. Je me suis trouvé un peu des... Mais bon, après ça a été. Bon, bien ouais, Seb. Ça va, grand chef? Ouais, c'est cool. On n'a pas eu les conditions les plus... te voilà emballé dans les suspens. Bon, merci beaucoup, hein, on s'est régalé, hein, putain. Ouais, c'est cool, ça fait un beau vol. Il était pas gagné, t'as vu, hein. Mais ce qui est bien, c'est que ça a été équilibré. Il y avait des moments durs et des moments plus faciles. Et on n'a pas été aidé par les plafonds, hein. Non, les bases sont montées un peu, mais pas assez. Le dernier, t'as vu, là, bon, toi à ce moment-là, t'es un petit peu en dessous, mais la base, elle est à 2350, 2004. Et juste à côté, en fait, il faut mini 400 de plus, tu vois, pour le faire avec du confort, quoi. Ouais. Bon, c'était déjà super. Franchement, je me suis régalé. Donc, merci. Alors, t'en as pensé quoi de ce vol? Bah, excellent.
beaucoup plus modeste que le vôtre, mais bon, très cool pour ce que j'attendais et voilà, tout à fait adapté à ce que j'espérais faire et une super journée. Et puis content d'être avec le groupe aussi, même au sol on apprend à fond, donc c'est chouette. En IPA. En IPA, c'est Oula, Ouais, bravo. Ouf. Une petite pub pour la bière, ça, si tu veux. L'air de rien, c'est. Ah bon, il faut placement de produit. Ah. Les bières de Célonais sont pas si mauvaises, hein. Elles sont excellentes. Alors Antoine, on se fait plaisir là? Pizza aux anchois. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Bon app. Ouais. Et voilà, fin de cette super journée de cross. Et rendez-vous le lendemain. Le lendemain, les conditions étaient annoncées pas trop mal du côté des Guines, donc on a pris la direction de Moustier et c'était parti pour une nouvelle journée. On a du cul un peu déjà les gars? Bah ouais, là-bas derrière ça part, on a du cul déjà. On a du cumulus et on a du plafond. Du coup Antoine, le programme de la journée, où est-ce qu'on est? On est à Moustier-Sainte-Marie là, enfin à Aiguines plus précisément, à côté de Moustier-Sainte-Marie avec le lac de Sainte-Croix et le village de Sainte-Croix là qu'on a de l'autre côté du lac. On est sur le décollage du puits et avec un flux météo qui a une tendance en ouest. Là la brise s'est déjà mise en route, elle a complètement axé sur le déco, donc on est vraiment au bon endroit à la bonne heure, un tout petit peu en retard. L'objectif ça va être, on voit qu'on a des plafonds là qui sont bien meilleurs que ce qu'on a vu hier. Donc premier objectif c'est de s'extraire, donc d'exploiter là ce qu'on aura comme thermique, évaluer la force du vent, évaluer les plafonds et ensuite on va essayer d'aller vers le nord jusqu'à Digne. Et sur le bout de ce tronçon là du parcours, on aura la possibilité, en fonction de comment le groupe s'est constitué en vol, en fonction de ce qu'on trouve comme placement en l'air, de basculer vers Saint-André aussi. Ouais. Premier objectif Digne, deuxième objectif Saint-André, ça laissera la possibilité aux pilotes qui sont les moins endurants de pouvoir poser un peu tôt et aux pilotes qui ont plus d'appétit, plus d'énergie, de pousser encore un peu sur le trajet. Voilà. Et donc c'était parti pour le début du vol, donc pour moi c'était le premier décollage ici, la première fois que je venais voler par là. Donc c'était une belle découverte, le site est juste incroyable. Je décolle en premier et donc je me mets en l'air en attendant que tout le monde se mette en l'air. J'aime bien décoller en premier, ça me permet de bien prendre en compte la masse d'air et puis surtout sur un site que je connais pas. Donc voilà, je me balade un petit peu en attendant les autres. Comme vous pouvez voir, c'est pas un site dégueulasse, on a une vue vraiment de malade là sur les gorges du Verdon, c'est juste fou. Une fois que tout le monde s'est mis en l'air, on a décidé de tous se rejoindre pour pouvoir entamer le début du cross. Donc là, l'idée c'était vraiment de se réunir tous ensemble dans le même thermique et à peu près à la même altitude pour pouvoir commencer la première transition et avancer ensemble. C'était important ça pour les moniteurs, qu'on essaye de rester le plus groupé possible. De là, dès qu'on a eu assez d'altitude, direction le Mont Denier. De là, je fais un mauvais choix stratégique, je pense avoir assez de hauteur pour rejoindre la crête. Mais finalement, je suis pas assez haut et je décide de retourner sur l'avant du relief. Et là, bien entendu, je me fais bien contrer. En plus, il y avait une belle brise ce jour-là, donc j'ai du mal à repasser le plateau. Du coup, à ce moment-là, il y a un groupe qui est sur la crête du haut avec Antoine et un groupe qui est plutôt sur les avant-reliefs avec Jeff. Donc on avance en parallèle du groupe au-dessus jusqu'au moment où on trouve un bon thermique qui va nous permettre de monter et on va pouvoir rejoindre l'essentiel du groupe sur la crête du Mont Denier. Arrivé au bout de la crête du Mont Denier, on arrive à se rejoindre et à enrouler un petit peu tous ensemble. À ce moment-là du vol, c'était pas facile pour moi mentalement. J'étais dans un endroit inconnu, j'avais une voile avec laquelle je volais pas depuis longtemps, qui était plus performante que celle que j'avais avant, plus technique. Et donc c'était pas facile, mais les moniteurs étaient là pour me rassurer et pour nous rassurer. Ils ont toujours été présents, ils étaient toujours pas loin. Donc ça c'est cool. Du coup, j'attends pas d'être complètement au plaf, je décide de partir en transition.
Ici, je trouve un bon thermique qui va me permettre de bien monter. Je vais pouvoir avancer vers la montagne de Ben assez tranquillement avec de la hauteur et du confort. De là, je trouve un bon thermique qui va me permettre de monter jusqu'à la base du nuage, voire un tout petit peu dedans. Mais je vous laisse ces images là parce que c'était vraiment trop beau. Là, j'avais une petite fenêtre et là, je passe vraiment dans ce petit trou de nuage là. C'était vraiment trop joli. Donc là, en gros, on prend un petit peu plus de 2000 et on a assez d'auteur pour rejoindre Cousson. Donc pareil, hein, en l'air, moi je connais pas du tout. Et Antoine et Jeff sont là pour nous indiquer où on doit aller et le nom des montagnes. Ils nous demandent régulièrement comment on se sent. Et donc voilà, on avance tranquillement. Arrivé à Cousson, on arrive dans un espèce de moment où on a un voile nuageux qui arrête un peu l'activité, du moins qui la ralentit. Et on attend un petit peu que tout le monde se réunisse. Et voilà, on zone un peu par là. On attend que ça se remette en place, on n'arrive pas à sortir vraiment. À ce moment-là du vol, je suis déjà un peu fatigué, les thermiques d'avant m'ont fatigué. Là, on est en attente puisqu'on n'a pas de quoi vraiment sortir pour pouvoir basculer derrière. Et voilà, là on passe un moment sympa, là on est avec le groupe, on s'est tous réunis. Moi je me posais la question si je continue ou si j'arrête. Je commence vraiment à fatiguer. Puis finalement, je suis pas loin d'abandonner, je laisse un peu le groupe de côté. Et puis je discute un peu avec Antoine et Jeff et puis j'arrive à me rebooster. Donc je rejoins Jeff qui m'avait attendu et on continue le vol. Donc là l'objectif c'était de monter suffisamment pour rejoindre la montagne de Coupe. Une fois au plaf et à la crête, on n'avait plus qu'à avancer vers le sud pour retourner tranquillement vers Saint-André. Une fois au bout de la montagne de Coupe, j'avais assez de hauteur pour rejoindre Mouchon. Et ensuite j'étais quasiment arrivé à Saint-André. L'atterrissage à Saint-André étant pas top, je décide sur les conseils des moniteurs de me poser à Moriez. C'était bien venté, j'avais du mal à descendre, donc il a fallu se concentrer un peu et utiliser quelques techniques pour pouvoir aller me poser tranquillement. Bon voilà, fin de ce vol. C'était vraiment pas du tout repos. Mais j'ai kiffé, j'ai découvert pas mal d'endroits que je connaissais pas, donc ça ouvre un peu la carte quoi, donc c'est super. À un moment donné j'ai failli poser, ça a été compliqué et puis finalement j'ai repris un peu de ressources et j'ai pu traverser pour revenir jusqu'à Saint-André. Donc enfin on n'est pas tout à fait à Saint-André mais on n'est pas loin. Donc c'est chouette. Allez, bisous. Ça s'est passé dans des conditions qui sont un peu particulières parce qu'il y avait vraiment du vent. Et on a eu la chance d'arriver à négocier un parcours où le vent nous a tout le temps aidé en fait. Tout le temps un peu poussé, avec une dérive latérale là qui était un petit peu gênante, mais pas suffisamment gênante pour bloquer le vol quoi. Et on a eu plein de choses, ce serait intéressant là à revisiter, mais il y a eu des moments un peu spéciaux, avec notamment un voile qui a coupé toute l'activité, le ciel qui a changé. Il a fallu prendre le temps à ce moment-là de revoir l'activité, le moment où elle repart quoi. Et ça l'a fait, c'est reparti un coup. Ouais, on est là, ça l'a fait. C'était sympa quoi. Le redémarrage a été plutôt doux du coup, et les derniers thermiques étaient sympas quoi. On a juste eu la fin du vol où la vallée de Saint-André nous a accueillis un peu avec son caractère qu'on connaît, mais tout le monde est au sol et puis on va aller boire une mousse pour discuter un petit peu de tout ça. Allez, let's go. Alors ce vol magique avec tous les pilotes quasiment arrivés au goal et des conditions fabuleuses. Qu'est-ce que j'ai pensé du stage? C'est intense. Déjà c'est intense. Ça met un petit peu le cerveau à rude épreuve pour chercher comment, sur quel point on peut s'améliorer, progresser, qu'est-ce qui nous met en difficulté. Et en plus on avait des conditions qui étaient exigeante, qui n'était pas excellente. Voilà, c'est pas cette semaine qu'on allait faire les 200 km. Et voilà, il y a beaucoup de choses à bosser du coup.
un peu de vent, travailler nos lignes, travailler nos transitions, comment le groupe avance, comment le groupe est plus fort. Et ouais, moi ça m'a apporté plein de trucs. On a 2 moniteurs qui sont hyper motivés en fait. On a 2 moniteurs qui sont hyper motivés pour appuyer là où on peut avancer. Et ouais, moi je sais que j'ai volé dans des conditions difficiles, parfois éreintantes, mais on a fait des beaux parcours avec le groupe et c'est chouette. Je sais que je vais partir avec plein de nouvelles choses acquises et qui vont me permettre d'aller plus loin dans la pratique. Voilà mon Seb. Eh ben, c'était super cool. On a passé un bon moment avec un bon groupe sympa, des monos sympas aussi, et puis une pédagogie, une approche humaine qui m'a beaucoup plu. Parce que ce que j'ai pas forcément retrouvé dans d'autres écoles aussi, c'est vraiment un encadrement qui s'intéresse au ressenti de chaque personne, un gros travail de débrief sur qu'est-ce qui s'est passé en vol, comment se sont passées les différentes phases, qu'est-ce qu'on en a tiré, qu'est-ce qu'on en a compris et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça avec leur expérience et avec leur regard extérieur. Un groupe aussi bien soudé, bien composé, qui personnellement m'a tiré, m'a motivé à dépasser un peu mes limites, ma zone de confort, mais avec toujours un souci de sécurité et une bienveillance de tous et du groupe et de l'encadrement qui était assez sécurisant. Un gros partage collectif dans la préparation des vols, dans le vol et puis dans le débrief aussi. Donc beaucoup de plaisir et puis beaucoup d'apprentissage. Une super expérience. Des moniteurs top niveau, à l'écoute de leurs élèves, toujours bienveillants, toujours disposés à aider. Vraiment une super combinaison, un super duo entre Jeff et Antoine. Et puis une belle équipe de pilotes aussi. Et vraiment une belle semaine de découverte de l'espace aérien du sud de la France. Tout est positif et c'est vraiment une expérience à faire. Je vous conseille de venir. J'ai pensé que ce stage, j'ai trouvé l'ambiance super bonne et les moniteurs bienveillants et on a tous bien volé, on a pris notre temps pour voler. Et c'était vraiment sympa de tous voler ensemble. Là, j'ai appris plein de choses sur la montagne. J'en ai pris plein les yeux déjà aussi. Et ouais, j'ai trouvé il y a une bonne cohésion. Les moniteurs nous ont bien accompagnés, j'aurais pas volé moi dans des conditions un peu comme ça, j'aurais pas osé. Et là, c'est sympa de se sentir épaulé et conseillé. Et c'était vraiment top quoi. Puis quand on était tous ensemble là, on quadrillait le ciel là, on essayait c'était vraiment sympa quoi. Ouais. Bah, super, une équipe du tonnerre, des partenaires de vol parfaits en fait. On avait une belle chimie. Tonio et Jean-François, tellement bons que y a rien à dire d'autre. C'est incroyable. J'ai rempli tous mes objectifs. La satisfaction, on va dire qu'on est satisfait quand même de ce qui a été produit jusque-là par les pilotes et puis par le collectif de ce stage. On avait l'ambition là, et on a toujours l'ambition là de s'appuyer sur le vécu là de nos pilotes et aujourd'hui ils ont tous vécu encore là un beau vol avec beaucoup de moments très différents dans l'aérologie, dans le pilotage, dans les placements par rapport au relief. On a eu des moments qui étaient des moments d'attente, des moments où c'était en thermique, ça montait bien, des moments où il y avait des confluences, des moments de point bas. Là, ils ont traversé beaucoup de situations différentes et là on a hâte de prendre un temps pour accueillir leur vécu, leur expérience, leur vécu, et puis creuser ça quoi. Creuser ce vécu et transformer ce vécu en expérience. Voilà. Et surtout voir avec tous ces pilotes ce qu'ils auraient fait tout seuls, ce qu'ils n'auraient pas fait tout seuls, comment ils ont ressenti l'accompagnement qu'on a proposé avec eux, à côté d'eux, pour chacun, et le fait de rencontrer des situations nouvelles et quelque part pour le moins insolites dans l'idée que quand on vole en groupe, quand on vole dans des endroits qu'on ne connaît pas, avec des conditions, des nuages, découvrir en groupe
des situations nouvelles, c'est toujours quelque chose d'assez poignant et d'assez qui fait grandir en fait. Voilà, c'est une situation qui fait grandir le pilote. Et le mot de la fin sur les prochains pilotes qui voudront venir à votre stage peut-être? On espère qu'on aura une belle météo pour les accueillir. L'important c'est de les accueillir avec notre savoir-faire, avec notre vision et de respecter tout ça pour qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se sentent bien. Ok. L'envie de progresser. Et ben merci beaucoup à vous deux. Merci à toi Seb, merci à toi. Merci Seb. Pour résumer, ce stage a été incroyable pour moi, avec 2 pilotes hyper talentueux, mais surtout très pédagogues, présents et à l'écoute. Avoir 2 moniteurs en l'air avec nous, c'est vraiment du luxe et ça permet d'être plus serein et de se concentrer sur son pilotage et ses sensations. Merci encore à Antoine et Jeff et rendez-vous l'année prochaine.